Tout le monde se souvient d'Ève au Jardin d'Éden, de son appétit à croquer la pomme, de sa faim de découvrir les délices du fruit défendu, porteur de liberté et de connaissance. Ce geste fondateur et rebelle chasse à l'homme du paradis. Aujourd'hui, avec plus de 6000 variétés cultivées, la pomme est partout dans le monde et l'on pourrait la croire familière, à portée de main. Détrompez-vous. Si la domestication de la pomme se perd dans la nuit des temps, ce fruit vient à peine de livrer les secrets de son origine. Il faut attendre 1989 et la chute du régime soviétique pour qu'un scientifique kazakh, le professeur Djangaliev, nous ouvre les portes d'un paradis oublié aux confins de l'Asie centrale. Serait-ce le lieu de l'origine de la pomme? Ici, à la limite des neiges éternelles, pousse une forêt. Une forêt particulière, primitive, où dans les ronces, les herbes et les fleurs s'enchevêtrent des arbres. Ces arbres sont monumentaux. Ils peuvent avoir plus de 30 mètres de haut et leur tronc 2 mètres de large. Sur leurs branches et à leurs pieds, des tonnes de pommes. Ces arbres géants sont des pommiers sauvages. Serions-nous dans le jardin d'Éden? Nous sommes au Kazakhstan, dans les derniers soubresauts des montagnes célestes, que l'on appelle le Tian Shan, tout près de la frontière chinoise. Ces contrées, très longtemps inexplorées, furent annexées en 1920 par l'Union soviétique. Depuis l'indépendance en 1991, elles sont dans une zone militaire, interdite pour des raisons de sécurité d'État. Personne n'a jamais eu l'autorisation de filmer ici. Notre présence est exceptionnelle. Et c'est peut-être à ce chaos politique que l'on doit la préservation inespérée de ce lieu. Pays des aigles, des ours, des lynx et du léopard des neiges. Ici, à 2000 mètres d'altitude, par des températures extrêmes de -40 l'hiver à +40 degrés l'été, poussent étrangement des forêts entières de pommiers sauvages. Le professeur Djangaliev les a découverts pour la première fois en 1930. Ces arbres, dit-il, sont de véritables fossiles vivants. Ce sont les descendants des pommiers qui seraient apparus ici à l'époque des dinosaures. Здесь произрастают наши автохтонные коренные яблоневые леса. А все культурные сорта в этой зоне, в этих зонах не плодоносят. Они катаклизмы погоды не выдержали, морозы, снега, жара и так далее, и нашествие вредителей. А эти, как видите, дикари, естественный отбор, и им позволяет сохранить генетические ресурсы резистентности. Raya est biologiste et chercheuse dans le laboratoire de M. Djangaliev. Pour nous, elle tente de retrouver les arbres particulièrement singuliers identifiés par le professeur. Сергей, а у вас есть карта джунгарского лота? Да. То, сколько у нас находится. Вот это яблоня сиверса. Вот мы находимся вот в этом участке. Места, обозначенные красным цветом, все означает, что здесь произрастает дикая яблоня. Может, миллион, может, больше. 1 million de pommiers sauvages qui recouvrent des massifs entiers. Mais comment cela est-ce possible? Ordinairement, on cultive les pommiers dans des vergers. Jamais ils ne forment de forêt. Плоды кисловато-горького вкуса, эти плоды
пригодный для приготовления сидра. Sauvage et comestible. Nous nous enfonçons dans les ronces, les orties et le houblon. Il y a 50 ans, un cheval ne passait pas. Raya vient de retrouver un autre spécimen. Ура, ура! Крупное дерево, крупноплодное. Une très grosse pomme de couleur verte, excellente. Ces fruits ont bel et bien le goût de pomme. Mais ces arbres ne ressemblent en rien à l'idée que l'on peut se faire d'un pommier. Ils sont trop grands, beaucoup trop grands, ont des formes extravagantes et une longévité que même des variétés anciennes de pommiers ne peuvent atteindre. Celui-ci aurait 300 ans. Le plus troublant dans cette forêt est la diversité des arbres et des variétés de pommes. Des grosses, des petites, des jaunes, des vertes, des rouges. Des parfums subtils et des saveurs sucrées, à chaque fois différentes. Contrairement au pêcher ou à l'oranger, le pommier ne s'autoféconde pas. Il a besoin d'un partenaire sexuel. C'est sa grande particularité. Pendant des millions d'années, lors de cette sexualité débridée, les pommiers ont mélangé leurs gènes, donnant cette diversité impressionnante selon les mêmes mécanismes que chez les humains. Кисло горькое. Годится для технической переработки плодов. Cet arbre particulièrement beau a été sélectionné par M. Djangaliev pour sa résistance aux maladies. Il a 130 ans. Это яблоня сиверса. Вкус плодов. Кисло-сладкий, очень сочный, ароматный. Et puis il y a de petites merveilles, comme ce jeune arbre de 70 ans qui n'a rien à envier aux variétés cultivées d'aujourd'hui. Созревают в конце второй декады сентября. В связи с этим Аймак Джангалиевич Джангалиев назвал эту отборную форму яблони, плюсовое дерево, джунгарской осеннеплодной. Nous sommes devant un phénomène unique, un gisement de pommiers sauvages très anciens, avec une diversité et un potentiel génétique inimaginables. Les botanistes ont appelé ces arbres Malus sieversi, de malus, qui signifie pommier en latin, et sieversi, en hommage à Ivan Siever, l'herboriste germano-russe, qui en fit la découverte en 1796. Le professeur Djangaliev a décidé de leur consacrer sa vie. Monsieur Djangaliev est né en 1913, dans l'Oural, d'une famille d'agriculteurs aisés. De sa petite enfance, il garde le goût de la beauté des steppes kazakhes, des tulipes du printemps et du soleil éblouissant l'hiver. Mais son destin bascule lors de la révolution bolchevique. Il perdra tout. Ses parents, ses frères aînés morts au combat. Condamné à fuir à l'est, à Almaty, il poursuit seul ses études dans l'orphelinat de la ville, avec pour passion la philosophie, l'histoire et la forêt. À 17 ans, il intègre l'école supérieure d'agriculture et s'y distingue. Ses professeurs l'enverront à Moscou, passer son doctorat. Étude impensable pour un orphelin, de surcroît kazakh. Et là, il fait la rencontre déterminante de sa vie, pour lui et pour l'origine de la pomme, Nikolaï Vavilov. Vavilov est le plus grand évolutionniste et agronome russe de son temps. L'un des tout premiers à s'intéresser aux origines sauvages des plantes cultivées. Pour lui, chaque plante possède un centre d'origine, un berceau d'où elle serait partie. Et c'est dans ce creuset qu'à l'état sauvage, chaque espèce possède la plus grande variété de caractère héréditaire. Vavilov parcourt les 5 continents et collecte quelques 250 000 variétés qu'il sauvegarde à Saint-Pétersbourg.
En 1929, il était en Chine, à la recherche de céréales sauvages, et décide de traverser le Tian Shan pour échantillonner la flore inconnue du Kazakhstan. Après une traversée diabolique, au péril de sa vie, il débarque enfin le 1er septembre à Almaty. Et là, c'est la stupéfaction. Partout dans la ville et sur les flancs de la montagne poussent des pommiers sauvages, formant de véritables forêts. Il est convaincu d'avoir découvert le centre de l'origine de la pomme. Я его тогда видел еще. Запали на сердце, думаю, как это так, генцентр? Почему отсюда произошло вот так? И изучал дальше это дело я. Именно пришел к выводу, теперь уже известному, что через шелковый путь шел международный обмен гениефондом стихийного начала. Mais Staline, en 1940, nomme à la tête de l'Institut de génétique de Moscou l'obscur Trofim Lysenko, ennemi farouche de la génétique. Lysenko ne croit pas dans les théories de l'hérédité de Mendel, qu'il considère comme bourgeoises. Il fait condamner Vavilov à mort. Emprisonné à Saratov, Vavilov, qui par ses recherches sur le blé avait sauvé des millions de Russes de la famine, meurt scandaleusement de la dysenterie et de la faim en 1943. L'URSS, qui sombre dans l'obscurantisme, perd l'un de ses plus grands savants. Au Kazakhstan, sous l'impulsion de Lysenko, on considère alors que les plantes sauvages sont inutiles. Les pommiers siversis sont coupés et remplacés par des variétés cultivées. La moitié des forêts disparaîtront. Aimak Djangaliev, jeune académicien, revenu en héros de la Deuxième Guerre mondiale, reprend les intuitions de Vavilov. Il est tenace, brillant, incorruptible. Son travail sur Malus Siversi sera un combat dans la clandestinité et l'adversité. En 1950, il crée l'Institut de viticulture et de plantes cultivées pour faire face à la famine. 10 ans plus tard, il est dénoncé à Moscou par ses propres étudiants pro-staliniens pour désobéissance au régime. Une procédure criminelle est lancée, il frôle le goulag. Il sera destitué et son jardin expérimental détruit. En 70, il recrée une nouvelle collection au jardin botanique. 10 ans plus tard, on l'accuse à nouveau, cette fois-ci de voler des pommes. Le parti communiste local et son directeur organisent un simulacre de procès. Djangaliev et son équipe sont à nouveau bannis. Вот. Эта работа называется, как по названию видите, «Яблоневые леса Заирийского и Джунгарского Алатау и биологические основы их использования». C'est un travail gigantesque. Chaque arbre unique est répertorié et analysé sur le terrain et en laboratoire en fonction des climats, des sols et de la résistance aux maladies. Chaque fruit a fait l'objet d'études biochimiques. Все работы проводились под руководством, потому что он являлся и организатором, и, так сказать, научным руководителем, и стратегом. И работа эта была достаточно длительной, потому что, во-первых, как я назвала, было очень много хребтов, большие площади и сами насаждения. Обнаруживались, находились плюсовые деревья, то есть те деревья, которые действительно уже отвечали коммерческим таким требованиям. И они, конечно, фиксировались прежде всего. Это были как самородки леса. Причем не всегда эта работа была встречена на ура, потому что вот как нигде, может быть, в нашей республике столкнулись интересы дикого растения и культурного. Ну, была даже такая фраза: «Кому нужна эта дичка?» Понимаете? Nous partons pour le conservatoire que M. Djangaliev a recréé pour la 3e fois en 1989
après la chute du régime soviétique. Il y a greffé 200 parmi les plus beaux siéversiers du Tian Shan. C'est une banque de gènes. Il y organise colloques et formations pour sensibiliser ses collègues à ce que l'on appellera aujourd'hui les ressources génétiques. Seule l'éducation, dit-il, peut stopper l'arrachage massif en forêt. Ces arbres, aujourd'hui, servent à la reforestation. En août 2006, M. Djangaliev reçoit pour la première fois la visite d'un généticien français. François Laurence, créateur de nouvelles variétés de pommes, est intéressé par la richesse génétique unique de Malus sieversi. Salut. Salut et bonjour, comment allez-vous? Рад вас видеть. Bonjour. Ça va? Bon, allons-y. Nous partons à 100 km d'Almaty, dans le massif du Zaliski, où en 3 décennies, 70% des arbres ont déjà été coupés. Яблонной дикой раньше было у нас более 3,5 миллионов взрослых деревьев, не считая подроста молодого. Il y en a 3,5 millions d'identifiés. Да, из-за бесхозяйственности. Il y a 50 ans, les pommiers sauvages couvraient tous ces espaces. Nous entrons dans la réserve forestière d'État de Kuznetsova-Shell, a priori interdite au public. Jadis, ces pentes montagneuses étaient couvertes d'arbres et les récoltes abondantes, comme en témoigne cette photo de M. Djangaliev en 1945. А это как бы резерв на дальнейшее. За 165 миллионов лет тому назад эти автохтонные леса явно здесь росли, продолжают из рода в род передавать свои наследственные признаки. Вы можете понять, насколько у них генотип, так сказать, силен. Autre lieu, autre diversité. C'est pas très facile d'accès, hein. C'est des tout petits chemins très escarpés. On rampe un petit peu sous les pommiers, quoi. Donc ça m'étonne pas que ici ça a été plus conservé qu'autour d'Almaty où les arbres ont été détruits, parce que n'importe qui peut pas venir, quoi. Ah, il est beau cet arbre. Tu sais, ça fait des milliers d'années que ça pousse, et donc c'est une coévolution entre les herbes, les ronces, les aubépines, où il y a beaucoup d'aubépines, le houblon. Вот именно биг. Стоп. Татьяна, может быть, это следующее дерево? Вот такое. Пожалуйста, рядышком. Плодоножечка совсем маленькая, чашечка глубокая, блюдечко глубокое, окраска крупное, хорошее яблоко. Хорошее? Что, откусываю? Ветка. Можешь посмотреть. Да. Не ветка. Нет, ветка. Вкусное, вкусное. Что-то действительно редкость. Найти такое яблоко сиверса мы считаем великим счастьем. C'est vrai que c'est très caractéristique la couleur de la chair qui est rose. Et finalement, Non, bah, c'est la pomme la plus grosse que j'ai trouvée, et en plus elle est indemne de tavelure. Plus ferme, elle est plus ferme, parfumée. Et c'est vraiment l'arôme de pomme commerciale en fait. Je prends des pépins et on fera des tests de tavelure dessus pour voir comment s'égrège la résistance. comment sont nés ces pommiers et qu'ont-ils à voir avec les nôtres? Les pommiers, que l'on appelle les malus, appartiennent à la famille des rosacées, dont les fleurs ont 5 sépales, 5 pétales, un multiple de 5 étamines et 5 carpelles, ou organes sexuels femelles. Ils apparaissent très tôt dans l'évolution des plantes à fleurs et étaient disséminés dans la grande forêt de feuillus qui couvrait tout l'hémisphère nord. Leurs pommes n'étaient pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Mais au début du tertiaire, l'activité des plaques tectoniques se réveille. Des fragments de l'Afrique se détachent et filent comme des tapis roulants vers le nord. C'est l'Inde qui, à une vitesse record de 15 mètres par siècle, vient se fracasser sur l'Eurasie. Et plonge sous la plaque asiatique. Les continents se soulèvent et les montagnes naissent. C'est l'Himalaya. Et plus à l'ouest, les quelques 2000 km de la barrière du Tian Shan.
de nouveaux climats créent de nouveaux paysages. Les hauts sommets stoppent les nuages, la neige tombe, des glaciers forment d'énormes réservoirs d'eau. Une nouvelle vie apparaît, nourrie par les bienfaits des rivières. Partout dans l'Eurasie, la grande forêt s'est disloquée en poches. Et les pommiers primitifs se mettent à évoluer, chacun de leur côté, pour survivre à ces bouleversements radicaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, plus d'une quarantaine d'espèces sauvages coexistent. Leurs fruits sont généralement petits et amers et ressemblent à des cerises. Malus sieversii, avec ses fruits plus gros et sucrés, ressemble le plus à nos pommes cultivées. Elle pourrait être la pomme originelle. Mais il faut en apporter la preuve scientifique, sans écarter les autres espèces appartenant à la famille des Malus. Alors, qui est l'ancêtre de la pomme ? Entre en scène Barry Juniper de l'Université de biologie d'Oxford. Il est généticien, biochimiste et professeur. Comme Djangaliev, il a eu l'accès à la thèse méconnue de Nikolai Vavilov sur l'origine de la pomme et décide par des outils moléculaires d'en apporter la preuve. Mais il n'existe aucun Malus sieversii sauvage en Occident. La chute du régime soviétique lui offre l'opportunité de partir en expédition au Kazakhstan. And an example of this is material that was collected by Barry Juniper in 1997 in Uzbekistan. And this, in fact, is the very first specimen that I collected. But Uzbekistan is arguably the oldest agricultural country in the world, and there is very little, if any, original vegetation in Uzbekistan. But 2 years later, Stephen Harris and I, with Julian Robinson, went out to Kazakhstan, Almaty. And then from Almaty in Kazakhstan, we went 800 or 900 kilometers northeast, almost to the Chinese border. And suddenly this was different because we began to enter into what was real fruit forest. In other words, a forest, literally a forest, which contains not entirely, but mostly apples. There are other fruits as well. And in places, the canopy over our heads was so tight that the sunlight barely reached the ground. And yet there were apples on almost every tree, and every tree was different. There were large apples, small apples, bitter apples, sweet apples. But amongst those, there were large red sweet apples that you could put on any market stall in this country. So we began to collect leaf samples and began to work out through DNA, through standard techniques of nuclear and chloroplast DNA sequences, we began to work out where the apple had come from and how it had got to the west. Pour trouver cette origine, il faut faire un arbre généalogique des Malus. Et l'outil pour établir cette chronologie est un gène, une petite fraction d'ADN que l'équipe d'Oxford a choisi dans le chloroplaste, petit organite responsable de la photosynthèse. Il faut donc extraire l'ADN et la purifier. Et isoler le gène en question de sa grande hélice par des techniques enzymatiques très complexes. On décrypte son code. Plus le gène de deux espèces est semblable, plus celles-ci sont proches parents. Toutes les espèces Malus sont examinées. Et en 2002, l'arbre généalogique est enfin bâti. Et l'on s'aperçoit que la pomme cultivée Malus domestica est attachée au même rameau familial que Malus sieversii. In other words, the apple of the West, the sweet apple, Malus pumila, to give its correct name, is exactly the same as Malus sieversii. Le mystère est enfin élucidé. Les outils biomoléculaires de Juniper donnent raison à Vavilov et au travail acharné de Emak Djangaliev. Reste à savoir pourquoi, précisément ici, au Tian Shan, la sieversii est devenue si grosse et sucrée, alors qu'ailleurs, les pommes sauvages sont restées petites et amères. Lors de notre expédition, les chevaux et les forestiers étaient nerveux. Ils sentaient une présence. Sur le chemin, des empreintes de pattes,
des branches cassées, des arbres griffés. L'ours du Tian Shan, probablement originaire de l'Himalaya, rôdait autour de nous. Ours timide et végétarien. Ours grand amateur de pommes, avant l'hibernation. Вот смотрите, упирается ногами и поднимается наверх, потом ломает ветки, потом спускается, садится, кушает и уходит на отбой. Il y aurait plus d'une centaine d'ours dans ce massif, et un ours peut dévaliser un arbre entier en une journée. Et pour preuve, cette centaine de pépins de pommes dans leurs excréments. Боролись, играли, в это время он накакал и дальше пошел. Вот. Barry Juniper avait lui aussi observé ces traces. I took some of these bear droppings and took them back to Tashkent and gave them to a Russian colleague. And he grew them on in the Botanic Garden. And literally thousands of apple seedlings came up. So there's absolutely no problem for apple seeds, pips, to go through a bear gut, come out the other end and germinate. And of course they're germinating in a very nice compost. You've got millions of years in the Tian Shan, millions of bears which live quite a long time and will remember where those best and those sweetest and those largest of apples were. Will go back and back and back and back, time after time, unconsciously. You are going to select down and down and down for the biggest, sweetest, juiciest apple. Now, of course, these are the sort of evolutionary ideas which are extremely difficult to prove. But I think people are beginning to realize now that animals unconsciously have an enormous selection pressure on plants. L'ours du Tian Shan aurait été le premier sélectionneur de pommes sucrées. Certes, mais cela n'explique toujours pas pourquoi la pomme a pu arriver en Europe. Ce scénario, pour la première fois, va croiser l'apparition de l'homme et des tout premiers nomades, il y a 30 000 ans, qui se heurtèrent à cette grande barrière du Tian Shan. Et l'on peut imaginer qu'un jour, un homme se soit laissé séduire, comme l'ours, par la beauté et par le goût du fruit. L'homme s'empare de Malus Siversi et ils démarrent ensemble un très long voyage, chassés vers l'ouest par les dernières grandes glaciations. Le premier grand tournant est en Mésopotamie, il y a moins 7000 ans, avec une invention majeure pour l'avenir de l'homme, la greffe. Les Sumériens découvrent, en travaillant sur la vigne sauvage, qu'on peut en faire la multiplication à l'infini, 10, 100, 1000 arbres semblables. Ils venaient d'inventer ce que seront pour la pomme les futurs vergers. En domestiquant ainsi la nature, l'homme prend le relais des animaux, impose ses goûts et ses sélections, et une Sieversi davantage, domestica, démarre une seconde vie, toujours entraînée vers l'ouest, au gré des guerres et des migrations de population. On rapporte que le grec Alexandre le Grand, dont l'empire allait jusqu'aux frontières du Tian Shan, a simulé une grande bataille pour entraîner ses troupes, en utilisant des catapultes de grosses pommes. Les Romains, à leur tour, récupèrent la pomme des Grecs. Le naturaliste Pline, au 1er siècle, rapporte plus de 17 variétés greffées qui suivront les conquêtes en Gaule et en Europe du Nord. Mais ce sont aussi les grandes routes commerciales, ces flux de marchandises et de métissage entre Chine et Occident depuis plus de 1500 ans que l'on appellera la route de la soie. Elle véhiculait la soie, les perles, les épices et passait au travers du Tian Shan, tout près d'Almaty. Les pommes partent avec les caravanes. Précieuses, on l'offre en cadeau. Sur les routes, on sème les pépins, on la greffe, on la cultive, on se transmet les meilleures variétés. À la Renaissance, la pomme fait la conquête de l'Europe. Son pouvoir de séduction est toujours aussi grand. Elle fait désormais partie de notre histoire.
Puis elle repart en caravelle, conquérir les nouveaux mondes. Aujourd'hui, elle a achevé son voyage avec plus de 6000 variétés et c'est le 3e fruit le plus consommé au monde, après les agrumes et la banane. Cultivée, elle côtoie dorénavant son ancêtre Siversi au Kazakhstan. La boucle est bouclée. Mais qui a retrouvé l'existence de cet ancêtre Siversi dont personne ne soupçonnait l'existence ? La réponse est aux USA, au Cornell Institute, centre de recherche en arboriculture depuis plus d'1 siècle. Dans le jardin expérimental, pousse depuis 15 ans une vraie forêt sauvage de plus de 2000 Siversi, originaires du Kazakhstan. Mais que font ces arbres ici ? En 1989, des échanges scientifiques naissent entre l'ex-URSS et cet institut. Herb Baudouin Cole, généticien, est invité à Moscou en remerciement. Là-bas, on insiste pour lui montrer un phénomène inconnu du monde occidental, les pommes du Kazakhstan. Mais voilà, à Almaty, il n'y a plus aucun spécialiste. Les autorités font sortir Emak Djangaliev de sa retraite forcée. It's almost like a fairy tale as I look back on it, with my being able to meet a very remarkable man, Professor Emak Djangaliev, the Dean of Apple Studies in Kazakhstan. He really wanted to do all he could to help preserve these forests for the future, for posterity really. And I think he realized that we could in some way help him in that goal. And certainly we were very interested. Il va organiser avec Phil Forsline, ingénieur agronome, 4 expéditions entre 1992 et 1998 dont ils rapporteront du matériel génétique. We went out to the forest and I couldn't believe my eyes. The first thing I saw was an apple that looked about like this. This is really paradise. Just exciting. We all got excited. So we began to pick these apples, fill our bags so that we could collect seeds. But when I found something that looked as good as this, we actually cut some branches off so that we could bring the clone back and graft it. So this is the exact replica of one of the mother trees that we found in the Tarbikatay area. Beautiful, isn't it? Pour recréer cette forêt, Phil Forsline a donc semé les pépins des pommes qui ont germé. Ces arbres sont donc sauvages, comme s'ils avaient poussé en forêt au Kazakhstan. Chaque arbre est donc unique et possède son propre code génétique. Mais ici, soignés et irrigués, ces arbres ont atteint des tailles et une quantité de fruits hors du commun, comme en témoigne ce spécimen du nord du Kazakhstan qui n'a que 10 ans et qui produit déjà plus d'une demi-tonne de fruits. This is just an incredible tree, as you can see. Professor Djangaliev took us to this beautiful forest and we would pick as many apples as we could. Un peu plus loin, nous retrouvons des arbres de la région du Djoungarski. This was a forest that had gigantic trees. Some of these trees might be 300 years old. So you can picture how beautiful and healthy these trees look. They are now only 10 years old, but look how much size they've gained. Ici, ce sont des spécimens du sud du Kazakhstan, d'un grand intérêt, car ils poussent dans des conditions extrêmes et développent des résistances aux maladies. Tout comme ces spécimens qui poussent dans des canyons désertiques. Quant à celui-ci, il est l'arbre culte de Phil Forsline. Apples that had this really nice conical or oblong shape, sweet flavor. Some of these apples are very good quality. You could almost put them on the supermarket shelf and sell them. Un potentiel génétique exceptionnel en termes de couleur, de forme, de goût et de résistance dont le décryptage prendra des années. Mais quelle est la priorité des scientifiques de Cornell ? Apple forests are going to be very important in the future breeding of better varieties, particularly varieties that are resistant to diseases and therefore won't have to be sprayed with chemical pesticides as much as existing orchards require.
And then that's one of my personal goals, to reduce the use of pesticides in apple growing. Malus sieversii serait une alternative aux pesticides. Mais pourquoi nos pommiers cultivés ne sont-ils pas résistants? Pendant plus de 2000 ans, les hommes ont hybridé et sélectionné des variétés séduisantes sans savoir qu'elles étaient vulnérables. Depuis les années 50, les grands vergers industriels, sous la pression de la concurrence et du rendement, ne cultivent que très peu de variétés, toutes très fragiles. C'est ainsi que les 10 pommes les plus consommées au monde reçoivent au moins 25 traitements pesticides dangereux pour la santé. Entre autres, des insecticides, des herbicides et des fongicides contre les champignons. Bref, peut-on croquer dans une pomme de la grande consommation en toute innocence? Le problème n'est pas si simple, car sans les fongicides, ces variétés seraient toutes attaquées par leur fléau numéro 1, le champignon de la tavelure, et leurs fruits seraient incommercialisables. L'Institut national de recherche agronomique à Angers, spécialiste en création variétale, est pionnière dans les pathologies du pommier. Dans ce verger, Bruno Lecam nous montre les dégâts de la tavelure. Voici une pomme de la variété Gala qui présente de nombreux symptômes de tavelure. Chaque tache correspond à un site d'infection dû à la germination d'une spore. La spore pénètre sous la cuticule et développe ce type de symptômes. La tavelure, que l'on appelle Venturia inaequalis, est présente partout dans le monde, là où il y a des pommiers. Dans ce duel inégal entre l'hôte et son parasite, la pomme qui n'a pas de défense a perdu d'avance. Sommes-nous pour autant condamnés aux pesticides? Les Malus sieversii ne pourraient-ils pas être une solution, eux qui ont su survivre sans l'aide de l'homme pendant des millions d'années? C'est ce que François Laurence teste sur le matériel kazakh de notre expédition. Il a semé 700 pépins. Quand les petits semis avaient 3-4 feuilles, on a fait un spray en fait avec la tavelure. Donc là, on évalue la résistance et la sensibilité de chaque petit semis vis-à-vis de cette maladie-là. Et donc moi je me souviens très bien, l'arbre sur lequel on a prélevé ça, c'était vraiment un bel arbre avec des fruits très très gros. C'était dans la vallée du Talgar, près d'Almaty. Sur les berges du torrent poussait une forêt de sieversii. L'endroit était humide et certains arbres étaient infectés par la tavelure, d'autres étaient sains. Donc c'est ces pépins-là qui servent là. Et effectivement, on voit bien ici, et des plantes qui montrent vraiment des symptômes de résistance très très marqués. Donc une crispation de la feuille, une nécrose qui part un peu en étoile. Donc ça c'est typiquement un symptôme où la plante réagit très fort et la tavelure n'intervient plus du tout après. Ce qui veut dire que lorsque le pommier va grandir, il ne sera jamais malade. En amont de tout ça, c'est de chercher des nouveaux géniteurs qui pourraient apporter des nouveaux système de résistance à nos variétés. Il est intéressant d'aller chercher ça dans le matériel du Kazakhstan parce que ces arbres-là ont vécu pendant des milliers d'années en contact avec la tavelure et donc s'ils sont résistants, ça peut vouloir dire que leur système de résistance est solide. Quel est donc le secret de la résistance de Malus sieversii? Le brillant généticien américain Fred Huff a trouvé la réponse dans les années 50 sur une espèce primitive de pommier sauvage, le Malus floribunda à tout petit fruit. Il a découvert qu'en le croisant avec un pommier cultivé malade, la moitié de la descendance est saine et l'autre moitié malade. Pourcentage conforme aux lois d'hérédité de Mendel. Il est stupéfait. Il vient de découvrir que la résistance est génétique. L'espèce floribunda possède un gène majeur dominant de résistance à la tavelure. Il appela ce gène VF de Venturia le champignon et F floribunda. Depuis cette découverte, on a isolé ce gène sur l'ADN de floribunda par des techniques biomoléculaires contemporaines. Et c'est précisément ce gène que, sans le savoir, les hommes ont fait perdre à la plupart des pommiers cultivés dans le long processus de sélection pendant plus de 6000 ans. Par cette découverte révolutionnaire, Fred Huff ouvrait la voie à une arboriculture sans pesticides. Désormais, pour avoir des pommes résistantes, il suffit de croiser comme lui une variété cultivée malade avec Malus floribunda porteur du gène. Pas si simple cependant, car floribunda
possède des fruits petits et amers, caractère handicapant qu'il transmet par la même occasion à sa descendance. Comment, à partir de ce croisement, réobtenir des pommes grosses, sucrées et résistantes? François Lawrence a hérité du généreux Fred Haff, qui a offert en 1970 son Floribunda résistant à la recherche française. Et voici comment il procède pour créer une nouvelle variété commerciale résistante. La façon dont on procède, c'est que sur la variété qu'on a choisie comme femelle, la première étape est de en fait démasculer, d'enlever les étamines. Donc j'enlève d'abord les pétales, ensuite les étamines. Et donc les styles sont là, prêts à être pollinisés. Donc là je suis en train d'apporter du pollen donc de la variété mâle. On a prélevé les étamines de cette fleur. Je secoue le tube et on voit sur mon doigt là, les millions de grains de pollen qui sont là et que je vais poser sur les 5 styles de la fleur. Et c'est exactement le travail que font naturellement les abeilles dans les vergers. C'est-à-dire pour avoir des fruits sur un pommier, il faut qu'il y ait eu pollinisation. C'est ce qu'a fait l'abeille. L'abeille a butiné à droite à gauche, a pris du pollen sur son corps et en frottant les autres fleurs, a pollinisé comme ça. En fait, l'abeille, c'est ma première concurrente. En fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ensachent les fleurs après avoir pollinisé pour éviter que mes concurrentes, les abeilles, viennent repolliniser derrière moi et saccager mon travail. Moi, l'avantage que j'ai sur l'abeille, c'est que j'ai choisi mon parent mâle, j'ai choisi mon parent femelle et je fais un croisement connaissant les caractéristiques génétiques des deux parents. Il y a une petite différence. La différence aussi par rapport à la nature, c'est que ensuite, moi, je vais sélectionner là-dedans les individus qui m'intéressent. Il aura fallu 7 générations à partir de Malus floribunda, 32 ans de croisement, des milliers d'hybrides, l'élimination systématique des plants sensibles, pour qu'en 2002 naisse avec succès Ariane, la première grande pomme possédant le gène VF de résistance, aujourd'hui commercialisée. Elle est belle, elle est bonne et elle est bio. Pour l'instant, avec un gène, Ariane résiste à la tavelure. Mais pour combien de temps? Car les généticiens prévoient déjà qu'elle sera contournée un jour ou l'autre par ce champignon. Et il suffit pour s'en convaincre de voir la collection mondiale de tavelures de l'INRA. Ce champignon est incontrôlable. Il possède une grande variété de souches et mute continuellement. La recherche se poursuit donc sur Ariane pour lui rajouter d'autres gènes qui feront mieux barrière aux champignons. Mais où trouver ces gènes de résistance? Jusqu'à présent, c'était dans certaines variétés ancestrales résistantes. Mais avec la prise en compte du travail de Aimak Djangaliev, entre en scène Malus sieversii. C'est ce qu'ont compris très vite les généticiens de Cornell. Au moment où naissait Ariane en 2002, ils lançaient la première grande hybridation expérimentale jamais menée entre la pomme cultivée et Sieversii, son ancêtre. Ils ont choisi les 7 Sieversii les plus résistants de leur collection pour jouer le rôle de père. Et la variété Gala malade a été choisie comme mère. Après fécondation, ils ont semé les pépins. Et 6 ans plus tard, nous voici dans le verger de leur progéniture. 1200 enfants hybrides Gala Sieversii, tous différents génétiquement les uns des autres. I have a big Gala in my hand here. This is the mother. I'm going to pick one of the children from one of the crosses off the tree. You can see it's a fairly ugly looking apple with bumps all over it, but it is resistant. La troisième est petite et ressemble au père. La quatrième ressemble aussi à son père, mais elle est grosse et résistante. La cinquième à la mère. La sixième, une très jolie réplique de la mère. La septième, résistante, comme le père. Le résultat est frappant. Dès la première génération, les fruits sont aussi gros que les parents et leur goût très prometteur. Alors, dans ce mariage, comment s'est transmis la résistance?
We know that we have apple scab resistance in a very high proportion of the individuals within these populations. The next phase of the study is to determine if we actually have multi-gene resistance in any of these progeny. If that comes to be true, these individuals can be used for further hybridization to produce an apple with high quality that has this durable resistance that we're looking for. Avril 2009. Un premier bilan du décryptage des gènes a été fait. Pour l'instant, plus d'une vingtaine de gènes de résistance sont en train d'être isolés par des techniques biomoléculaires contre la tavelure, mais aussi contre d'autres maladies sans remède, comme le feu bactérien qui ravage les vergers. Malus sieversii se révèle bien au-delà des espérances. Ce n'est donc pas une, mais probablement plusieurs variétés qui vont naître à Geneva, avec cette résistance durable que cherche aussi l'INRA en France. Malus sieversii, apparu à l'époque des dinosaures, l'ancêtre de notre pomme, est l'avenir d'une arboriculture sans pesticides. Les Américains ont saisi l'enjeu. Ils ont mis au point un système de conservation par cryogénie dans l'azote liquide à moins 195 degrés Celsius. 3000 sieversii sont sauvegardés sous forme de petits bourgeons appelés sions. Dans ces tanks, une banque de gènes. Dès lors que l'on veut reconstituer un spécimen, on déjale le greffon que l'on greffe sur un porte-greffe. Et le clone de l'arbre originel est ainsi régénéré. Mais en termes de ressources génétiques, un stock de quelques 3000 sions ne peut être qu'une solution partielle. La véritable réserve, ce sont les forêts du Kazakhstan, là où sont les ressources génétiques originelles. Et c'est aussi là que leur sauvegarde est aujourd'hui impérative. Quel bilan peut-on dresser à Almaty, la capitale historique? Almaty qui en kazakh signifie la ville pleine de pommes. La situation est alarmante. Depuis l'indépendance, la ville s'est jetée dans la brutalité de la mondialisation où les grands enjeux économiques sont le pétrole, l'uranium et les constructions. Dans cette course, que pèsent les forêts de sieversii issues du passé? Avant ici, il y avait des pommiers partout et c'est remplacé par une usine de cailloux. Ils ont détruit les forêts pour construire des maisons. Voici ce qu'il reste d'une des plus grandes réserves sauvages, en principe protégées par l'État. Ici, on a transformé la forêt en pâturage. Dans cette région, il ne reste plus que 10% des forêts. Qui se soucie aujourd'hui de ce patrimoine génétique unique au monde? Encore et toujours Aimak Djangaliev, en éternel combattant, remuant ciel et terre pour la sauvegarde de ce patrimoine unique. L'ONU finalement s'en est ému, et le gouvernement kazakh a dégagé des fonds. Mais rien aujourd'hui sur le terrain n'a vraiment été fait. Le professeur Djangaliev a décidé lui-même de s'occuper de cette sauvegarde. Dans cette pépinière forestière, il a lancé un chantier colossal pour réobtenir 60 000 pommiers sauvages afin de les replanter en forêt, là où ils ont disparu. Le principe ici consiste à greffer des greffons des Malus sieversii issus de son conservatoire. Il fabrique donc des clones en grand nombre à partir de ses arbres originels, exactement comme on le fait pour créer un verger. Sauf qu'ici, ce sont des vergers d'arbres sauvages. Это вот готовые саженцы, клоны дикой яблони Малус сieversii. Как видите, они вот в этом году уже привиты и уже почти 2-метрового роста.
Как видите, это уже культурные эти сорта, значит, Майер-Сиверси. И то же самое, начиная, значит, так, облизывание со ствола, вот место прививки. Aimak Djangaliev réintroduira ces plants en forêt en respectant leur lieu d'origine, là où trop d'arbres ont disparu. La nature reprendra ses droits et ils se feront repolliniser par des milliards de pollens Sieversi. Et des enfants tous différents les uns des autres pourront renaître. Repeuplement volontariste ou disparition inéluctable? Voici aujourd'hui la seule alternative offerte aux Sieversi. Очень вкусные плоды. Сочные, мягкие, кисло-сладкого вкуса, аромат и сочность очень высокая. Voici la variété Ascar, la verte, et Assia, la rouge. Deux variétés qui ont été sélectionnées par M. Djangaliev en 1959 et qui ont reçu une patente d'État. Il y a plus de sucre, autant d'acide et ferme. Elles sont résistantes à la tablure? Bien sûr. Donc c'est une pomme qui est résistante, enfin qui n'est pas traitée, une pomme qui a toutes les caractéristiques d'une pomme commerciale, au niveau texture, au niveau teneur en sucre, teneur en acide. Il vient des forêts du Kazakhstan, donc qui n'est pas issu de croisement, c'est vraiment étonnant. Envisager la commercialisation d'une pomme comme ça, pourquoi pas? Moi quand je la goûte, c'est sûr que c'est une pomme qui a toutes les caractéristiques d'une pomme commerciale de chez nous. Природа не ошибается. Aimak Djangaliev vient de s'éteindre et la sauvegarde est orpheline. Et jamais son jardin expérimental n'a été aussi beau et autant en danger. Aujourd'hui, aucun spécialiste de son envergure n'est là pour poursuivre son œuvre. Dans cet état d'urgence, seule une volonté politique peut éviter le pire, la disparition de ce patrimoine. Il faut donc saluer messieurs Vavilov et Djangaliev, qui dans la résistance et la modestie ont réouvert le chemin d'une sagesse, celle d'observer la nature et de préserver à tout prix des patrimoines génétiques pour les générations futures, et sans lesquels jamais vous n'auriez pu connaître un jour la pomme du Jardin d'Éden.